Après la vie pendant, c'est-à-dire la période de confinement, il nous faut voir pour cette crise ce que peut être non pas tout de suite la vie d'après, mais la vie avec. C'est-à-dire cette période assez perturbante qui s'annonce devant nous et qui est la période du déconfinement, qui va être une période compliquée parce que j'allais dire que le confinement avait une forme de simplicité. C'était ce moment commun que nous partagions tous, même si nous le vivions très différent, mais où, certes, occasion de se poser des questions pour après, n'était pas le lieu des questions pour maintenant. Je veux dire par là qu'il y avait une logique, on obéissait. On obéissait, alors plus ou moins, mais en général assez bien, ce qui est notable pour ce peuple réfractaire que sont les Gaulois. On obéissait, il n'y avait pas 36 000 choses à faire, on restait chez soi, d'ailleurs on était un héros si on restait chez soi, nouveauté dans l'histoire de l'humanité, en général les héros vont plutôt à la guerre, là c'était les héros qui restaient chez eux, même s'il y avait des super-héros, ceux qui étaient sur le front médical, ou ceux qui étaient aussi dans les services du quotidien, et qui continuaient à travailler, mais voilà, c'était ce moment simple, où chacun faisait les choses sans se poser de questions, les choses étaient cadrées. Déconfinement, ça va être beaucoup plus compliqué. Comme je disais dans la séquence précédente, il y aura probablement des tensions qui vont réapparaître, qui avaient été un peu cachées parce que nous avons vécu des choses différentes. Probablement les débats politiques et les critiques politiques vont réapparaître assez vite. Probablement des erreurs vont être perçues et pointées dans cette phase très compliquée qu'est la décision gouvernementale sur la gestion de cette crise. Et donc, tout va se tendre dans une atmosphère aussi d'incertitude sur ce que sera demain. Alors, pour essayer de, là encore, pas annuler cette incertitude, mais pour essayer de la cartographier, on peut envisager, en suivant quelques spécialistes de ce qu'on appelle, non pas la futurologie, mais la prospective, examiner quels sont les scénarios qui se présentent à nous pour cette vie avec. Il y en a trois pour l'essentiel. Le premier scénario un peu catastrophe, je commencerai par lui pour ne pas nous démoraliser complètement, mais il est envisageable. Ce scénario catastrophe consiste à penser que ce virus s'avère beaucoup plus embêtant que ce que l'on pense, et il y a toute une série d'indices qui le montrent. On le connaît peu, on connaît peu ses formes, même si la létalité aujourd'hui est relativement restreinte et focalisée quand même plutôt sur les personnes âgées, on constate qu'il y a des éléments troublants, que l'immunité n'est pas aussi formidable ou longue que l'on peut la penser après avoir été testé positif, par exemple. Enfin, il y a toute une série d'incertitudes qui font que ce virus pourrait être beaucoup plus inquiétant, que les traitements pourraient ne pas être aussi spectaculaires qu'annoncés, que les tests pourraient être incertains, que le vaccin se révélerait beaucoup plus compliqué à élaborer qu'on le pensait, comme ce fut le cas par exemple pour le sida. Et donc ces éléments eh bien, créeraient une sorte d'incertitude terrible sur le plan sanitaire, avec toute une série de rebonds qui produiraient des effets économiques évidemment encore plus dévastateurs. 2 mois d'interruption de l'économie, ça peut aller, mais si cette incertitude se poursuit, ce qui est déjà désastreux pourrait devenir véritablement catastrophique. Et donc on a un scénario qui ferait qu'au bout du terme, l'économie entraînant des dévastations politiques et des bouleversements politiques, et potentiellement aussi des bouleversements géopolitiques. Donc, scénario d'une sorte de cycle d'enchaînement de chaos, un chaos entraînant un autre, produit une situation totalement perturbée, vertigineuse, dans laquelle tous les repères s'effondrent. Premier scénario, la Grande Dépression. Mais pour éviter de nous déprimer totalement, il y a un deuxième scénario, qui lui aussi est moins catastrophique, mais un peu plus inquiétant, qui est le scénario qu'on pourrait appeler sur le fil du rasoir. Encore une fois, ce virus étant incertain, nous oblige à être prudents, nous oblige à maintenir de la distanciation physique pendant plus longtemps que prévu, nous oblige à procéder par logique économique au confinement en dents de scie,
nous empêche de reprendre nos habitudes quotidiennes, maintient des secteurs qui sont véritablement dans une situation désastreuse, l'économie, le tourisme, l'aéronautique, alors que d'autres secteurs peuvent s'en tirer un peu mieux, comme l'alimentaire. Et donc voilà, une situation un peu incertaine, un peu flottante, qui elle aussi, sans être catastrophique comme la précédente, maintiendra des tensions, aura potentiellement des effets dans nos liens, dans notre quotidien, et créera surtout cette espèce de situation de malaise et d'incertitude qui pourra être effectivement très pénible. Bon. Mais, encore une fois, tout cela dans un contexte relativement maîtrisé. Le cadre global, démocratique, économique et sanitaire, n'explose pas. Le cadre reste présent. Troisième scénario, alors très optimiste, celui-là, quel est le scénario qui veut dire, imaginons-nous aujourd'hui, en avril ou en mai 2021, nous regardons cette crise avec un recul en disant c'était la crise, c'était le grand confinement, on était très inquiets, mais aujourd'hui tout va mieux. Disons les choses simplement, un traitement est trouvé, il n'y a pas de rebond, les tests sont mis en place, le vaccin à l'horizon de l'année 2021 est identifié, et progressivement, que ce soit naturellement ou par les moyens de lutte habituels, le virus fait défaut, en tout cas se calme, et par ailleurs, des dispositifs mondiaux sont trouvés pour faire en sorte que ce type de crise ne se répète pas. L'OMS est réinvestie. On veille à ce que les signaux faibles d'alerte épidémique soient bien identifiés. Et donc, voilà, nous revenons, pas totalement à la vie d'avant, ça nous verrons ça dans la prochaine séquence, mais nous revenons à une situation qui est une situation acceptable. Et d'une certaine façon, la pandémie est finie. Il y a des indices qui vont dans ce sens. Effectivement, la courbe, aujourd'hui, nous sommes le 5 mai, nous sommes revenus à un taux de mortalité qui est dans la moyenne. Il n'y a pas de surmortalité à ce jour en France, même si on peut considérer qu'effectivement, le confinement fait qu'il y aurait eu, sans confinement, des morts par accident de la route, par exemple, supplémentaires. Mais en tout cas, nous avons un taux de mortalité qui est à peu près similaire à celui de l'année précédente et des moyennes des années précédentes. Donc, voilà, scénario aussi possible. Et le problème, c'est qu'on n'en sait rien. Nous ne savons absolument pas quel type de scénario se dessine. Il y a des indices et on bascule de l'un à l'autre. On voit que notre Premier ministre peut être focalisé sur l'inquiétude et la terreur d'avoir ce scénario terrible. Peut-être que tout le monde se converge un peu sur le deuxième scénario, mais certains disent, comme le professeur Raoult pour le rappeler, que voilà, tout ça va se calmer très vite et que on verra notre effroi et notre angoisse avec beaucoup de condescendance dans un an. Incapable de trancher, constatons simplement les indices qui viennent progressivement alimenter l'un ou l'autre scénario. C'est pour ça que cette grille peut être utile. Mais se pose à partir de là la question de savoir comment agir, comment traiter cette situation. Je voudrais, pour terminer cette petite exposé, présenter un petit schéma qui a été présenté par un professeur d'économie, le professeur Kempf, que je trouve très, très astucieux, très intéressant, dans une revue qui s'appelle la revue Telos, excellente revue en ligne, très intelligente. Et ce professeur parle de ce qu'on appelle les triangles d'impossibilité. En économie, vous voyez, un triangle, ça a trois côtés, en général en tout cas. Et ces triangles qui ont trois côtés, quand vous voulez le poser, il y a toujours deux côtés qui sont bien stables, et puis un troisième, évidemment, qui lui n'est pas stable du tout. Et donc, un triangle d'impossibilité, c'est-à-dire qu'on peut avoir deux angles, mais pas le troisième. Deux points, deux bases, mais pas la troisième. Et donc, ce qui constitue ces trois angles, ce sont trois idées extrêmement intéressantes qui donnent une bonne cartographie de notre situation présente. Vous avez la santé, vous avez les libertés et vous avez la prospérité. Voilà. Trois angles. Qu'est-ce qu'on va privilégier ? On n'a le droit qu'à deux pour que les choses soient stables. On n'a le droit qu'à deux. Et là, on a une forme de présentation de tous les modèles politiques possibles dans le monde entier. Dans les régimes autoritaires, comme par exemple la Chine, eh bien, on va favoriser la santé et la prospérité. Les libertés,
on peut prendre quelques libertés avec, c'est secondaire. Dans les systèmes libertariens, libéraux, néolibéraux, on va privilégier les libertés et la prospérité, et puis la santé, c'est secondaire, on verra bien. Ce qui compte, c'est la santé de l'économie, pas la santé des individus. Et puis dans nos systèmes libéraux démocrates, sociaux-démocrates ou État-providence, eh bien les deux axes de base sont la santé et les libertés, et la prospérité peut être, le cas échéant, sacrifiée à l'autel de cette santé et de ces libertés. On a une belle présentation des choses qui permet effectivement de lire ces trois valeurs qui se présentent et de lire le conflit qui peut exister entre ces trois valeurs. On peut juste ajouter un point à cette lecture, que d'ailleurs fait lui-même le professeur Kempf, c'est que ces points sont évolutifs. On peut avoir plusieurs modèles, et pour le dire peut-être clairement, c'est que dans l'état de confinement, on peut dire que nous avons en France un triangle, alors là, pas très stable, puisque la santé est absolument prioritaire, et les libertés sont un peu délaissées, c'est le confinement, et la prospérité est elle aussi délaissée. Et le grand défi des politiques, c'est de savoir, dans cette situation de déconfinement, de quel côté on va faire pencher la balance. Est-ce qu'on va, pour sauver la santé, basculer sur une restriction des libertés? Jusqu'où? Ou est-ce qu'on va essayer de faire en sorte que les libertés soient, disons, laissées de côté au profit de la prospérité? Et donc c'est un vrai défi pour la suite de savoir comment, pour le dire beaucoup plus simplement, et c'est évidemment l'idéal, mais vous voyez qu'il n'est pas possible, comment on va faire en sorte que ces trois valeurs centrales que sont les libertés, la prospérité et la santé s'articulent de la meilleure façon possible. Et on perçoit à partir de là l'extrême difficulté de la décision politique aujourd'hui. Évidemment, ils sont mauvais, ça c'est le principe de base, tout le monde est d'accord, on ferait beaucoup mieux à leur place. Mais quand on y réfléchit, c'est la quadrature du cercle, à défaut d'être la triangulation de triangles, quadrature du cercle de savoir comment, au quotidien, jour par jour, nouvelle par nouvelle, avis d'experts après nouvelle expert, on peut trancher entre ces trois éléments. Et ça nous permet de comprendre quelque chose de très profond sur la politique en démocratie, le fait que la décision politique, ce n'est jamais le choix entre une bonne et une mauvaise décision. J'allais dire que si on identifiait la bonne et la mauvaise décision, il n'y aurait pas besoin de politique. Le moindre j'utilise le mot Pékin, le moindre individu lambda serait à même de prendre la décision. On ne suppose aucun courage. Ou alors il faut vraiment être idiot pour prendre la mauvaise décision. Le problème de la politique, et c'est pour ça que nous avons besoin de politique, ou de décider, c'est que le choix se fait toujours entre la mauvaise et la pire des options. La mauvaise et la pire. Ce pourquoi, ça explique le fait que l'homme politique est par définition voué à être détesté. Il ne fait jamais le bien, il fait le moins pire. Dans le meilleur des cas, il peut lui arriver de faire pire. Et ce point doit nous interpeller en démocratie. Nous trouvons que nos politiques sont mauvais, mais je crois que, quels qu'ils soient, quel que soit leur camp, il faut que nous prenions conscience de l'extrême difficulté de cette décision et que nous apprenions peut-être à davantage être gouvernés et de la difficulté de cet art de gouverner. C'est un point important pour cette période qui vient. À trop détester nos politiques, on se déteste soi-même, comme je disais dans les séquences précédentes, et se détestant soi-même, on risque encore de rendre les choses plus pénibles et de dégrader la situation, même si il est sain de râler, il est sain de pester, il est sain de critiquer, ça fait partie du vécu démocratique, ça nous fait du bien, et d'une certaine manière, c'est comme ça qu'on reste, encore une fois, à la fois en bonne santé, et aussi avec le sentiment d'être acteur de cette situation très indéterminée qui se présente à nous. Vivons-la avec cette idée, avec cette lucidité qui nous permet de se dire les conflits sont inévitables, mais veillons à ce que ces conflits ne passent pas les bornes. Écoutons-nous,
écoutons les autres et soyons, dans cette période de déconfinement qui promet d'être un peu compliquée et tendue, gardons notre sang-froid. Voilà une petite leçon de morale pour la période qui vient. Portez-vous bien.